Petite danseuse nous ouvre la porte d'un cours de danse de quartier. Un univers encore enfantin est déjà projeté dans la compétition des corps sculptés pour la grâce. Un regard sur la danse, au moment où la passion du geste projette 4 petites filles à peine sorties de l'enfance dans un parcours de choix, de doute et de détermination. Dans son premier film, Anne-Claire d'Olivet nous offre le portrait d'une passion, celle qu'elle nourrit pour cet art du geste. Cette passion qui l'a poussée alors qu'elle accompagnait sa fille dans un cours de danse à se saisir d'une caméra. La passion partagée de 4 petites danseuses et de leur professeur, Muriel, pour le mouvement et la danse dans ce qu'elle incarne, la beauté, la perfection et la scène. Je suis Nolwenn Thivot et vous écoutez le podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Pour ce 2e épisode, on parle des conditions de la création de petites danseuses, de l'écriture au montage, en passant par la création musicale. On plonge dans la fabrication d'un premier film. Et on se penche sur la résonance que peut provoquer cette œuvre, ce qu'elle dit de notre société et de nos enfants. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, mais là c'est fini les vacances, donc au boulot. Tu vas Anne-Claire d'Olivet est réalisatrice. Petite danseuse est son premier long métrage. Avant cela, Anne-Claire montait des documentaires, des reportages et déjà racontait des histoires. Lorsque sa fille s'inscrit dans le cours parisien de Muriel, elle redécouvre ses sensations enfantines. Elle décide de prendre la caméra et de filmer la petite bande de filles qui se soudent. Pour Petite danseuse, elle décide de prendre le temps. Le temps qu'il fallait pour que la professeure Muriel soit convaincue, pour que les enfants l'acceptent et pour rencontrer vraiment ces petites danseuses, de voir leur corps et leur détermination évoluer entre combativité et abattement, entre joie et pleurs. Elle nous raconte les raisons pour lesquelles ce film était pour elle une nécessité. Moi, la danse a accompagné toute mon enfance. Et puis, je dirais, en fait, mon adolescence aussi, ma jeune vie d'adulte et encore aujourd'hui, puisque j'en fais encore. Et la danse, je pense que quand on commence, c'est très dur d'arrêter. Ou alors, il faut vraiment avoir vécu quelque chose de très violent. Mais c'est tellement physique, ça s'ancre en nous complètement, en fait. C'est un langage à part entière. Ça permet, moi, j'étais très timide. Et finalement, je m'exprimais à travers mon corps. Et j'avais vraiment envie pour moi, c'était évident qu'un premier documentaire, il fallait que ça parle de moi. Et ça allait de soi que c'était la danse. Je voulais faire vraiment quelque chose avec ça. J'ai commencé la danse à 2 ans et demi, 3 ans, dans une petite école de danse à Saint-Ouen. Olympe est une des 4 petites danseuses du documentaire. Sensible et attachante, elle danse comme elle respire. Je me souviens bien de 2 salles seulement. Une salle que j'aimais bien appeler la baleine. J'aimais beaucoup cette salle. D'ailleurs, je pense que c'est là où j'ai fait mon premier cours. Il y avait des grands rideaux avec des perles. On passait de l'autre côté. L'exercice dont je me souviens, quand elle faisait pointe, mon pied il était flex. Et quand il faisait flex, mon pied il était pointe. Du coup, je faisais tout le contraire. Mais en arrivant chez Muriel, j'ai compris ce qu'il fallait vraiment faire. La première année où j'étais chez Muriel, j'avais pas encore chopé le virus des concours, de la magie de la danse. Pour l'instant, c'était qu'un jeu, on va dire. Et j'ai commencé à adorer danser. Je trouvais ça magique. Je pense que le mot danser, c'est la perfection incarnée. Ah, c'est nettement mieux. Attention, les 2 bras à la même hauteur. Tiens le dos, reste. Oh, que c'est joli. Allez, mais il faut être en musique, hein. Allez. En haut. Et hop. Pas en retard, hein. Le dos. Dans le sol. Mais alors, quand même, qu'est-ce que tu fais la tronche? Respire. Allez, on grimpe. Fixe, grand. Mais oui, voilà, c'est bon ça. Allez, suivante. Hop, on va laisser peser cette affaire. Je sais pas si vous voyez la boule au ventre qu'on peut avoir pour les interrogations ou pour les concours. C'est exactement ça, mais totalement à l'inverse.
La boule au ventre, ça fait une grosse boule, tout est noué dans ton ventre. Là, c'est vraiment des petits fils, tout dénoué, parfait, bien en ligne. J'ai dansé et c'était vraiment... c'est très très agréable comme sensation. J'ai compris ce que voulait dire le mot perfection. Quand on sent que l'enfant est heureux dans cet élément-là, je crois que c'est presque naturel de se dire, bon, bah, faut y aller, parce qu'en fait, c'est à cet âge-là que tout se décide. C'est comme un sportif de haut niveau. Finalement, s'il ne se donne pas tous les moyens de réussir petit, bah, ça sera trop tard après. C'est au moment où on est enfant. Donc, quelque part, je pense qu'il y a à la fois le désir de l'enfant, qui est bien, qui est heureux, et je pense que le professeur se dit, bah, s'il est bien, s'il est heureux, il a les capacités pour, faut y aller. Faut y aller, il faut tout donner. Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que l'enfant sent le professeur qui le valorise, qui mise presque tout sur lui, qui le coach, qui le pousse dans ses limites. Et l'enfant est excité par ça et se dit « Allez, je vais y arriver, je vais y arriver ». Alors moi, j'ai commencé plus tard que les filles, parce que j'ai commencé la danse à 7 ans. Et c'est vrai que, en fait, plus je faisais de la danse et plus j'aimais ça. Et plus j'avais envie de pousser, de voir jusqu'où mon corps, je pouvais j'allais dire le tordre, en tout cas le modeler pour réussir les pas, tout simplement. C'est trop de travail, c'est trop rigoureux, ça demande trop de sacrifices, j'étais épuisée, j'en avais marre, donc j'ai arrêté. J'ai toujours voulu danser, j'ai toujours été dans cette espèce de je danse, ou j'écoute de la musique, ou je regarde de l'art. J'ai toujours été dans ça, mais par moi-même. C'est pas mes parents qui m'ont inculqué la passion de l'art, ça a toujours été là. Melvin Lawoy est danseur. Il a 20 ans et vit à New York depuis quelques années. Il y danse pour la compagnie de l'American Ballet Theatre. Infatigable, déterminé, il commence la danse à 3 ans et intègre dès 10 ans une école professionnelle. J'ai voulu l'interroger sur son parcours, son désir de danse. Depuis New York, il nous a confié son admiration pour les petites danseuses et la sensibilité du film. Ému par ces images, il partage avec nous ses souvenirs. En face de mon école maternelle, il y avait une école de danse, tout était vitré, donc on voyait les cours et tout ça. Et à l'âge de 3 ans, en fait, je suis sorti de l'école maternelle, j'ai couru, j'ai traversé la rue comme un déchaîné et je suis allé dans le studio de danse. Je l'ai fait pas qu'une seule fois, bien sûr. Ma professeure, elle avait beaucoup d'élèves parce qu'elle gérait toute l'école. Donc, du coup, on était, je crois, plus de 150 élèves, quelque chose comme ça. Au début, ça a commencé avec des cours très loisirs, éveil et jeu un peu. Et puis après, à partir de 6 ans, je pense qu'elle a vu mon potentiel et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire les cours plus tard le soir, ou à intégrer 2 cours en même temps, ou avoir un cours plus avancé. Et puis, comme j'étais un garçon, elle essayait aussi de m'aider par rapport à ça. 10-11 ans. Je vous dis 10 ans, mais c'est entre 10 et 12 ans. Il y a eu cette espèce justement de déclic où je suis rentré dans une formation professionnelle, où j'ai dû abandonner l'école physique. Je me rappelle très bien, à l'âge de 12 ans, il y a tout qui s'est scellé où je me suis dit, ah ben je peux être danseur, gagner de l'argent, donc du coup en faire mon métier, et c'est ma passion. Et en plus, j'ai un professeur qui croit en moi. Comme Melvin, les petites danseuses du film, elles aussi expriment une maturité précoce. Les images d'Anne-Claire d'Olivet captent leur désir parfois contradictoire d'enfance et d'indépendance. Comme celle de Marie, par exemple, dans le film, désireuse de grandir. En même temps, j'ai hâte de grandir parce que j'ai envie d'être indépendante, pouvoir gérer tout, son argent, sa nourriture, son loyer, son appartement. Mais en même temps, je veux rester un enfant pour toujours pouvoir compter sur mes parents. Bon, même si je peux toujours compter sur mes parents quand je serai adulte, un peu moins parce que je vivrai plus avec eux et du coup, je les verrai un peu moins. Le coup de pied, c'est une petite bosse au-dessus du pied qui est très jolie à la fin de la ligne quand on fait un développé seconde. C'est quand on lève la jambe et qu'on la met en haut sur le côté. Ça fait une très jolie fin pour le bout du pied, quoi. Olympe, pour moi, c'est une vraie artiste. Elle a une vraie expression et elle a une beauté naturelle et elle a une interprétation.
elle est dans l'interprétation, vraiment. On sent quel que soit, je ne sais pas si ça sera la danse, mais je serais très surprise qu'elle ne soit pas artiste plus tard. Olympe danse avec Muriel depuis qu'elle a 4 ans. Elle fait partie des petites danseuses que la réalisatrice, conquise par sa sensibilité et son énergie solaire, a choisi de suivre. Elle danse en permanence et partout. Olympe est perfectionniste. Elle partage avec nous la technique, la précision et nous confie l'importance de ses outils de travail, le pied et le chausson. Je m'attends à la blessure, donc je m'y attends chaque jour, mais du coup, je fais attention. Mais après, je me dis en attendant la blessure, je pousse à fond ou je fais attention à pas me faire mal. Si on fait pas très, très attention à son corps, blessure et c'est très embêtant. Quand on est en compagnie, de toute manière, c'est la compagnie souvent qui paie la paire de pointes parce que c'est quand même un outil de travail, c'est comme l'ordinateur dans les bureaux. Si vous voulez, il y a des pieds qui sont plus gros, tu peux plus facilement monter sur pointe, donc sur le chausson plus dur. Et des pieds, c'est un peu plus compliqué. Pour savoir celle qu'il te faut, c'est plutôt la prof de danse qui dit, ou tu sens, ou c'est la dame la dame du magasin qui vient te conseiller sur la pointe qu'il faut choisir. Il y a des pointes sculptées, c'est-à-dire qui montent sur le talon d'une certaine façon, et des pointes non sculptées qui montent de façon un peu plus carrée. C'était un problème parce que je crois qu'au pied gauche, je préférais les sculptés et qu'au pied droit, je préférais les non sculptés. Et pour avoir les deux, il aurait fallu que j'achète les 2 paires et ça coûtait vraiment hyper cher. Ça y est, c'est l'année où votre fille va commencer les concours. Ok, et du coup, ça, vous la préparez comment? Ça se passe comment exactement? Alors, je vais lui faire une petite variation, et puis on va la travailler, et puis après, elle ira sur scène. Ça leur apporte quelque chose de plus, quoi. Quand elle sera grande et elle ira faire ses entretiens d'embauche, elle va rayonner, elle aura pas peur. Alors, si elle veut rentrer après dans une école d'État, ça c'est à partir de 8 ans, ce sera plus tard. Okay. Elle correspond pas aux critères recherchés pour les écoles d'État, donc gros coup de pied, souplesse en dehors, etc. Par contre, elle a la passion. Je le perçois comme étant juste. On sait qu'elle veut exactement la même chose que nous. On sait que c'est pas méchant. On sait que c'est bien pour nous. On sait que ça va nous servir. Et on sait qu'on se fait pas engueuler pour rien. Battement et fondu, glissez tout de suite, développez, respirez, montez. Et derrière, et fondu, pas trop le bras développé, montez, respirez, tendu, jambes de terre, finissez à chaque fois le mouvement. Et pliez. Allez, développe bas de jambes. Et la tête. Et hop, développe. Et côté. Et on garde côté derrière. Et côté, hop, là fort le pied. Et passez arabesque, jolie langue. Et plier, relever. Elle a une façon, je trouve, d'apprendre très différente du milieu du conservatoire. Et c'est ça que je pense que j'adore. Parce que effectivement, elle décompose les pas beaucoup niveau N0, N1. Et moins au mi-temps, mais elle les décompose quand même pour nous expliquer, on va dire. Et puis, effectivement, elle chante en nous disant le pas, ou quand on est en train de le danser, elle le chante. Et je dirais que ça nous aide à fermer plus nos cinquièmes, à sauter plus haut, à aller plus fort, on va dire. Tout ce qu'elles ont vécu, tout ce que j'ai vu, en tout cas, ça m'est arrivé à un moment ou à un autre. C'est très réaliste. Les parents, en soi, ce qui se passe dans le studio, ils le voient pas. Parce que là-dedans, c'est tellement compliqué. C'est limite, j'ai envie de dire, une seconde éducation. C'est des parents qui lâchent, pas totalement, mais qui confient leurs enfants à un inconnu, donc du coup, le professeur de danse. Mais après aussi, c'est faire confiance à l'enfant, faire confiance au professeur, et le professeur qui fasse confiance à l'enfant aussi, quoi. C'est arriver à avoir cette espèce de cadrement idyllique avec le professeur, l'enfant et les parents, et que tout se passe bien, quoi. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Elle est vraiment impliquée dans ce qu'elle fait. Je connais très peu de profs qui sont dans les écoles privées, du coup, pas dans des conservatoires et tout ça, qui sont super impliqués comme ça et qui vraiment qui poussent les élèves et qui disent les choses en face, quoi. Parce que des fois, je les entends, je me dis, ah oui, les pauvres, elles ont 6 ans et tout ça. Et puis, elles entendent des choses comme si elles en avaient déjà 16 ou 18, quoi. Mais bon, c'est ce qui les forge. Donc, moi, je trouve qu'elle est très bienveillante et c'est une prof juste. Alors qu'elle filme des petites danseuses, Anne-Claire d'Olivet dresse en creux un portrait de sa propre passion enfantine de la danse. De qui s'entoure-t-on pour créer un film que l'on porte depuis des années ? La réalisatrice de Petites danseuses nous confie les étapes de son travail.
les énergies et les personnes qui lui ont permis de voir arriver dans les salles de cinéma ces petites danseuses dont elle a partagé le quotidien pendant des années. Parmi ces personnes, la productrice d'Anne-Claire, Marie Van Glabeck, a joué un rôle très important. Moi, j'ai découvert un peu le métier de productrice à travers elle. Et je pense qu'elle le fait très bien, c'est-à-dire qu'elle fait accoucher les réalisateurs de leurs idées. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, en fait. Je suis allée la voir avec un dossier et elle m'a dit « Écoute, Anne-Claire, dans ton dossier, il y a 15 films. Donc, il va falloir que tu choisisses et on va travailler là-dessus, en fait. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire avec ce documentaire-là ? Il va falloir vraiment travailler sur l'angle, sur un axe et aller au fond de toi-même, puiser ce que tu as envie de dire au fond de toi. » Je filmais avec mon petit appareil photo, comme j'étais vraiment une petite souris. Et c'est ça que j'ai voulu faire, en fait. C'est garder cette place de petite souris, être au milieu d'elles, à leur hauteur. Je filmais ma fille et ses copines, en fait. Donc je pense qu'elles se posaient pas du tout de questions. Donc elles me laissaient faire, ça les amusait. Parfois, je sentais qu'elles en avaient marre, donc moi, je partais. Mais c'était très rare. J'étais juste là avec mon petit appareil photo et je filmais. Et pour elles, il n'y avait pas d'enjeu. Après, j'ai rencontré Mathias Théry, mon co-auteur, par ma productrice. Anne-Claire, il faut que tu te poses la question, quelle est la place de ta fille au sein du documentaire ? Est-ce que ça sera ton personnage principal ? Est-ce qu'elle sera à l'écran ? Quelle est sa place ? Quelle est ta place ? Il faut vraiment que tu te poses maintenant ces questions. Je savais que ça allait durer longtemps, ce documentaire. Donc je n'avais pas envie de forcer les choses et donc elle est sortie comme ça du dispositif, tout en étant forcément là, mais sans être présente dans les personnages principaux. Mathias Théry est réalisateur. Alors qu'il suit des études d'art plastique aux Arts décoratifs de Paris, il y découvre le cinéma documentaire. Après un premier court-métrage remarqué, il s'associe avec Étienne Chailloux pour son travail. Ensemble, ils interrogent les formes de narration en utilisant le dessin animé, la photographie, la peinture ou encore des marionnettes. Ils co-réalisent les documentaires remarqués, La sociologue et l'ourson en 2016 et La cravate en 2020. Pour Petite danseuse, Mathias Théry a collaboré avec Anne-Claire d'Olivet, à l'écriture et au montage. Curieux et désireux d'écrire ces moments décisifs de l'existence qui forgent nos identités, il nous explique comment il a travaillé avec Anne-Claire. Alors, quand Anne-Claire m'a contacté, elle avait fait des repérages, elle avait envie de faire le film, elle avait commencé un peu à filmer, elle avait des idées en vrac, mais elle avait besoin de mettre tout en forme de manière cohérente dans un projet de film. On a commencé à regarder les images qu'elle avait tournées et discuter ensemble et réfléchir ensemble sur les choix qu'elle voulait prendre. Faire des films, c'est prendre des décisions en permanence, du début de l'écriture du film jusqu'à la fin du montage. Et donc, à toutes ces étapes-là, c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un avec qui on peut débattre. Avec Petite danseuse, Anne-Claire d'Olivet filme la danse, mais aussi l'enfance. Comment filmer cette période de vie décisive sans la trahir ? Comment filmer à hauteur d'enfant ? Je ne voulais pas perdre la magie que j'avais eue quand moi, j'étais juste avec mon petit appareil et qu'elle... c'est comme si... j'étais vraiment enfermée avec elle dans les vestiaires et elle jouait et j'étais pas là. Je n'existais pas. Elle m'oubliait totalement. Et je voulais garder ce moment-là. C'est pour ça qu'au départ, quand on a commencé à filmer avec Jérôme Olivier, c'était comme une grosse caméra. On était beaucoup en dehors de la salle. On filmait beaucoup de loin. J'aime beaucoup aussi les portes entrouvertes parce qu'on sent qu'on rentre dans une histoire, on rentre dans une séquence, mais on ne la dérange pas. On la laisse telle qu'elle. Et je voulais pas les déranger. Je voulais vraiment qu'elle soit juste elle-même à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de fabrication, qu'elle soit pas dans l'image, dans la maîtrise d'elle-même. J'ai commencé moi-même à leur, toujours avec mon petit appareil photo, à leur mettre des micros. Ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé à tester en fait les unes et les autres pour voir qui oubliait le micro et qui aimait bien la voir, qui en avait marre. Donc ça a duré quelques mois. Et j'ai emmené mon chef opérateur avec moi en concours pour qu'il voit comment ça se passait parce que c'est quand même quelque chose de très, très particulier, de très intense, de très long. Et je voulais aussi que les filles vivent ce moment avec une caméra. Donc ça, c'est arrivé une fois avec mon chef opérateur Jérôme Olivier.
Et là, on a sorti, donc on avait chacun notre caméra, et on a sorti les micros, et on a testé. Donc c'est ce moment-là de préparation, il a duré quelques mois. Avec Mathias, pour chaque personnage construit la narration, construit le parcours, la trajectoire. On s'en parlait pendant le tournage. À chaque fois, on se parlait au téléphone, on se voyait, on reposait les choses. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avant le montage, c'était quand même très tissé. On savait que c'était le récit de nos 4 personnages. Après, c'était comment on allait justement monter, intercaler les récits. Anne-Claire d'Olivet témoigne de parcours individuels et de personnages, mais elle a aussi voulu retenir ces moments de jeu et d'enfance d'une bande de petites filles à la lisière du monde des adultes. Si on joue à la marchande et tu sais, j'ai plein de jeux dans ma chambre. Et des fois, je mange trop de chocolat. Et patati et patata. C'est pas des cœurs. 1, 2, 3, en route pour l'école, pareil pour son premier envoi, ça y est. Elle décolle. Les loupiottes, c'est toi. Mais les loupiottes, c'est toi et moi. Et les petits trucs salés, et les petites choses sucrées, je t'ai jeté. Je me souviens de ça. Le film documentaire grave dans le marbre une période de la vie des personnes qui sont filmées. Et en l'occurrence, comme ce sont des enfants, c'est des périodes qui sont très courtes. Enfin, on a compris ensemble qu'il y avait cette envie de faire un film sur l'enfance, de filmer l'enfance à hauteur d'enfant, je vais dire. C'est-à-dire qu'on a décidé de placer la caméra assez bas, au niveau du point de vue des enfants, que les adultes pourraient intervenir, mais jamais, on serait jamais seul avec un adulte. C'est plutôt les adultes rentrent dans le film comme ils rentrent dans la vie des enfants ou comme ils passent dans la vie des enfants, et qu'au final ce soit un film qui ne se vive que du point de vue, à hauteur d'enfant ou du point de vue des enfants, c'est-à-dire que on ne reçoit que ce que les enfants reçoivent de leur entourage. Voilà. Très important, la musique. Je trouve que c'est ce qui fait aussi la couleur d'un film. Et donc, je voulais pas me planter. Il y a déjà toutes les musiques du cours de danse, les musiques qu'écoutent les filles dans leur chambre, qu'elles écoutent entre elles chantent, etc. Il y a beaucoup de choses. Je voulais une musique originale. Et la productrice aussi. Pour moi, ça fait partie intégrante de la narration. Enfin, elle m'a demandé avec qui tu as envie de travailler, qu'est-ce que tu aimes bien. Et on a posé des noms comme ça. Et il y a eu Malik Djoudi. Comme Mathias, c'est quelqu'un de très sensible. Il avait déjà travaillé sur un projet danse dans sa ville natale. Il avait accompagné un chorégraphe contemporain avec des enfants un peu plus grands. Et c'est quelqu'un qui exprime évidemment ses sentiments à travers sa musique. Et moi, j'aime beaucoup sa couleur mélancolique. On dépeint toujours l'enfance comme quelque chose d'un... C'est l'insouciance, c'est l'innocence, mais ce n'est pas que ça finalement, parce que c'est là où on a c'est ce moment où on découvre la vie, où on découvre aussi les blessures de la vie. Enfin, et pour moi, c'est loin de l'insouciance en réalité. Quand il y a une musique, ça raconte vraiment quelque chose. C'est pas du tout de l'habillage. Au fil du tournage, en fait, je l'appelais, je lui disais, voilà, là, il se passe quelque chose. Je le laissais assez libre et en même temps, je lui donnais des mots-clés, en fait. Je lui décrivais des images et je lui envoyais des images. Et le montage, pour moi, c'était vraiment essentiel d'avoir le bon monteur, la bonne monteuse. Donc j'ai sélectionné une certaine matière. C'est cette matière-là qu'on a dégrossie avec la monteuse. On a tout regardé et on a beaucoup travaillé en fait après. En fait, c'est elle qui m'a beaucoup emmenée vers ça. Et au départ, j'ai eu pas mal de résistance,
sur la déconstruction finalement du temps. On n'a pas suivi la chronologie de l'année. On a beaucoup déconstruit. On a travaillé avec des post-it, par couleur, par personnage, et c'était très chouette. Après, une fois que j'ai passé cette réticence, en plus anciennement monteuse, finalement, je me suis laissée vraiment... En fait, ça a été très chouette, parce que finalement, je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Et donc là, on a commencé à tout déconstruire, reconstruire. Mathias est venu, nous a aidés. Ça s'est fait en équipe. Mathias nous a aidés à cisailler et à trouver le rythme du film. Et en fait, j'ai appris avec lui à enlever tout le superflu. Évidemment, on veut tout mettre dans le film. On ne veut rien lâcher. Chaque projet, pour qu'il soit réussi, doit trouver sa manière d'être raconté. Tous les sujets sont bons, mais la grande difficulté, c'est à chaque fois trouver la manière la mieux adaptée pour que quelque chose d'intéressant et de sensible soit dit. Et ce travail pour trouver la bonne écriture est un travail qui se fait du début à la fin du film, qui se fait lorsqu'on commence à avoir la première idée, se reformule tout au long de l'écriture du film. Au moment du tournage, au moment du montage, c'est pas des formules qu'on trouve à un moment T, ça se fait tout du long. Faire un film documentaire, ce n'est pas juste poser sa caméra et attendre que les choses se déroulent. C'est décider de qu'est-ce que l'on veut voir dans ce qui va se dérouler sous nos yeux et qu'est-ce que l'on veut montrer et qu'est-ce que l'on veut raconter. Et Anne-Claire avait, dès le début, aussi la conscience qu'elle allait montrer des enfants en proie à des questionnements d'adultes. Ce que je trouve intéressant, c'est d'observer des trajectoires des gens. On n'est pas des êtres de marbre qui sommes figés dans des identités pour toujours. Nous sommes sans cesse en train de réécrire qui nous sommes. Et observer quelqu'un dans sa trajectoire, c'est observer quelqu'un en train d'essayer de se définir. Donc oui, je pense que dans mon travail, j'aime essayer de comprendre qui sont les gens. Et pour comprendre qui sont les gens, il faut comprendre leur histoire et comment est-ce qu'ils organisent leur futur, on va dire. En fait, je crois qu'un documentaire est réussi à partir du moment où les personnages, et c'est pas gagné, ça demande beaucoup de temps, nous font vraiment confiance. Qui sentent qu'on ne va pas les trahir, qu'on n'est pas là pour, tout simplement les trahir, qu'on va juste les montrer comme ils sont en fait, tels qu'ils sont, et que c'est ça c'est ça que j'ai envie de garder. Tout le travail du documentariste, c'est de mettre en place un écosystème, ou comment dire ça, mettre en place la présence d'une caméra qui forcément influence, dérange le quotidien des personnes qui sont filmées, mais qui aussi arrive à trouver sa place. Une caméra ne se fait jamais oublier. C'est-à-dire qu'on ne devient jamais transparent, mais on se fait accepter. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on trouve avec les personnes que l'on filme un rapport, une relation qui va dans les deux sens, où des gens se laissent filmer et en même temps des gens acceptent, une caméra apprend à se faire accepter, et dans ce jeu-là se crée au bout d'un moment quelque chose, naissent des images de cette rencontre, mais ce n'est jamais, à un moment donné, à force d'être là, on disparaît. C'est pas comme ça que ça se passe. Si la relation qui se met en place est assez bien construite, nourrie, la vie revient. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à filmer, mais un documentaire, ce n'est jamais une captation divine, quoi. C'est pas comme s'il y avait un œil invisible qui était là pour voir. C'est tout un travail à la fois au tournage de mise en place d'une relation et un travail au montage de restitution de l'histoire qui donne une sensation de réalisme, mais qui est toujours une forme d'écriture. On choisit ce qu'on montre, on choisit dans quel sens on le montre et on crée du sens. Voilà comment ça se passe. Voilà. Il est quelle heure là, Marie ? 16h40. Bon, t'arrêtes, tu finiras tout à l'heure, sinon tu vas être en retard. Il faut que tu partes. Hein. De toute façon, t'as compris, t'en auras pour 5 minutes en rentrant avant le dîner. D'accord ? Allez, tu prends ton sac. Tu l'as fait ton sac tout à l'heure ? Oui. Bon. Allez.
tu me mets un petit SMS quand t'es arrivé, hein, d'accord? Tu oublies pas? D'accord. Où il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que ces filles, ces jeunes filles, elles sont encore presque des bébés et elles sont dans des préoccupations de concurrence, de carrière, de chômage, d'angoisses qui sont les angoisses normalement que l'on connaît lorsque l'on finit ses études supérieures. Et Anne-Claire voulait montrer ça et on trouvait intéressant tous les deux de réussir à, voilà, à montrer aussi cette étrangeté de notre société qui pressurise les enfants déjà si tôt. Dans le cas de la danse, il y a quelque chose de très particulier, parce que c'est un monde. Et ce qui est saisissant, c'est que on est amené de manière vraiment prématurée à se poser ces questions et avec une forme de pression. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits très tôt, parce que c'est décidé par le système et par les écoles très tôt. Et elle se retrouve à la croisée de ses chemins à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, je pense. Il y a quelque chose de très particulier ici. Laetitia Cherrier est programmatrice et médiatrice jeune public au cinéma L'Étoile à La Courneuve. Ouvrir les salles de cinéma aux plus jeunes est précisément son travail. Elle connaît très bien Petite Danseuse puisqu'elle en a réalisé le dossier pédagogique. Quand on dit responsable jeune public, moi j'aime bien mettre des S à jeune et à public. Sur Petite Danseuse, on peut partir du principe que regarder un film, ça peut être réellement rentrer dans le détail de comment on fait un film, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif cinématographique. C'était un peu, on va dire, une mine d'or le fait que le film soit un documentaire. Plus on grandit, plus c'est facile, mais quand on est en CE2, c'est pas du tout une évidence en fait de regarder un film et d'arriver à comprendre de la manière dont sont faites les images, que c'est un documentaire, que les enfants qu'on voit, c'est leur vrai prénom, c'est leur vraie vie, ce sont leurs vrais parents. Il y a une question qui revient très très souvent dans les séances avec les élémentaires, c'est qu'on va voir une famille à l'écran et ils vont nous demander est-ce que c'est vraiment sa maman, le papa et la maman, est-ce qu'ils sont vraiment mariés dans la vraie vie? Et donc avant même de pouvoir parler de l'histoire, de comment a été fait le film, revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une fiction au cinéma, qu'est-ce que c'est qu'une histoire qu'on invente, qu'est-ce qu'on filme, pourquoi on le filme, rien que ça peut prendre énormément de temps. Plutôt que de partir sur des choses de construction très basiques, on part du principe qu'en élémentaire, on l'espère, les enfants ont intégré beaucoup de notions déjà qu'on peut utiliser en classe, comme le vivre ensemble, le déroulement des saisons, le déroulement du temps, la géographie, etc. Donc on peut déjà laisser ça de côté et partir sur des choses peut-être un peu plus, j'oserais presque dire philosophiques. Donc là, par exemple, dans Petite Danseuse, il y a notamment un moment, et c'est quand même au centre du film, même si on n'en parle pas tout le temps, de qu'est-ce que c'est qu'être danseuse, qu'est-ce que c'est que de travailler avec son corps, et notamment le fait qu'une danseuse, dans l'esprit des gens, c'est une jeune fille, déjà, alors qu'on voit des garçons dans le film, mais pour la plupart des enfants, si on lui dit « c'est quoi une danseuse ?» ou même des adultes, ils vont nous dire « alors c'est une fille qui a un chignon, qui est en tutu, et évidemment qu'elle n'est pas grosse ». Quand on n'est pas danseuse, quand on est une fille et qu'on rentre dans l'adolescence, se confronter au changement de nos corps, c'est terrible. Mais quand en plus, quelqu'un de l'extérieur ou une institution nous dit « attention, il faut que ton corps il soit comme ceci, comme cela pour devenir danseuse », on va intégrer l'idée que pour être dans l'excellence, il faut même pas être mince, il faut être très mince. Plutôt que de parler de où est placée la caméra, de est-ce qu'elle regarde l'objectif ou pas, est-ce qu'on entend la voix de la réalisatrice lui poser des questions, on peut peut-être mettre un petit peu ça de côté quelques instants, discuter en classe de comment vous voyez votre corps. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on vous impose de faire un certain poids, une certaine taille? Est-ce que ça vous semble normal que si vous rentrez pas dans ces normes-là, ça veut dire que vous êtes moins bien que les autres? Est-ce que c'est normal de se déprécier parce qu'on est tous différents? Donc voilà, pour les plus grands, on peut tout de suite rentrer comme ça dans des débats qui malheureusement font encore débat quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que c'est important de déconstruire ça du coup dès l'école primaire pour que les enfants comprennent qu'en fait, tant qu'on est en bonne santé, son poids et sa taille, en fait, ça n'a pas d'importance. À seulement 20 ans, le danseur prodige Melvin Lawovi fait désormais partie du corps de ballet de l'American Ballet Theatre à New York. Il nous explique ce que représente encore aujourd'hui la danse au masculin. Moi, je trouve que, surtout en France, on manque beaucoup de garçons.
c'est très compliqué parce que ça vient d'une éducation en général. C'est pas un problème que dans le monde de la danse. Parce que les garçons sont bienvenus dans le monde de la danse. C'est tout ce qui se passe autour qui ne les aide pas à rentrer dans le monde de la danse sans avoir de préjugés ou de moqueries. Ça vient de la représentation culturelle, en fait, de la danse en général. Et comment est-ce que c'est représenté et comment est-ce que c'est vendu. Parce que j'ai envie de dire, si jamais vous pensez à de la danse classique, si jamais vous êtes vraiment pas connaisseur, vous allez penser à quoi? À un tutu rose avec des petites pointes ou des strass et des paillettes. Vous n'allez pas penser à un garçon qui est en train de soulever une fille au-dessus de sa tête. Ça, c'est sûr. En plus, on doit aller sur scène, présenter ça comme si tout était super léger et beau, et puis en plus avoir cette partie de théâtre où on doit être des caractères et des rôles différents. C'est une espèce de mix super compliqué où je me dis pourquoi est-ce que c'est pas reconnu? La masculinité dans la danse, elle change, elle est là, elle évolue. C'est-à-dire que on a toujours différents types de danseurs, mais il y a toujours ce rôle qui est super masculin. Parce que pour moi, en fait, la masculinité, en fait, c'est pas juste être un homme, porter des filles, être musclé, avoir beaucoup de filles autour de soi ou quoi ou qu'est-ce. C'est cette espèce de dualité entre la force et la légèreté, en fait. Être capable d'être très très en force, mais très très en douceur aussi. Et cette espèce de combinaison, c'est ça qui fait un très bon danseur masculin, je trouve. C'est pour ça que j'adore l'Amérique. Ça a été très bien représenté ici. La danse classique est pas représentée comme un art, c'est un art. C'est vraiment cette espèce de monde parallèle entre un art et un sport de très très haut niveau. Il ne faut pas du tout se faire mal dans la danse. Il faut y aller en douceur et accompagner son corps et faire ce qu'on peut. Mais il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas chercher à rentrer dans un moule. Il faut chercher à être toi et à te sublimer toi-même. Voilà. En tant que danseur, tout ce qu'on veut, c'est être sur scène. Je pense pas que les danseurs ont tous le même rêve. Mon rêve, ça serait de danser une création qui serait faite pour moi, qui aurait été faite sur mesure sur moi. Mais bon, ça arrive pas souvent. Là, il y a une danseuse de ma prof de danse qui a eu une création, je crois, Gisèle, sur elle, il y a pas longtemps. Elle va danser à Paris, ma prof de danse, donc elle était super contente. Mais j'ai pas le droit d'aller le voir parce que je suis trop jeune. J'essaye de montrer que tout me réussit. Après, forcément, comme tout le monde, on a les moments de blues. Mais dès que j'ai un moment de blues, je me dis, mais attends, Olympe, mais t'es folle d'avoir un moment de blues maintenant. Déjà, c'est pas le moment. Et puis en plus, il y a des gens qui meurent sur Terre. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça sert à rien que je pleure alors qu'il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas le temps de pleurer. Faut sauver la planète, quoi. Il n'y a pas le temps. Petite danseuse sort en salle le 4 novembre 2020. Des informations complémentaires sont à lire dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez un renvoi vers le dossier pédagogique du film, en accès libre, ainsi que sa bande-annonce. Vous venez d'écouter le 2e épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ces films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Il est produit par Narasson, entretien et réalisation par Nolwenn Thivaud, assisté d'Aurélie Brousse au montage et à l'éditorial. Alors si comment faire un film, quel chemin il emprunte avant et pour la salle de cinéma vous intéresse, abonnez-vous à ce podcast et surtout, donnez-lui de belles étoiles dans iTunes. C'est ce qui permettra à d'autres auditeurs de le découvrir. Vous le trouverez sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Podcast Addict. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une fiction, Pour l'éternité. Au mois prochain, merci pour votre écoute.